Les maladies des plantes affectent plus ou moins toutes les plantes partout dans le monde. Elles sont classées dans deux grandes catégories, ceci en fonction de la nature de leur cause. On distingue d'abord les maladies parasitaires ou biotiques. Ce sont les plus connues. Elles sont induites par divers agents pathogènes, des champignons, des bactéries, des phytoplasmes, des virus et d'autres organismes souvent microscopiques. Les maladies non parasitaires ou abiotiques ou physiologiques, on parle parfois de désordre. Plus méconnues et difficiles à identifier, leur origine est notamment à rechercher auprès des facteurs qui influencent la vie et le développement des plantes. Et des cultures, bien sûr. Alors parmi les facteurs incriminables, on peut penser à un manque ou un excès de lumière, à des températures extrêmes, c'est-à-dire trop élevées, trop basses, à des excès d'eau, d'humidité par exemple au niveau du sol, dans le cas d'asphyxie, ou des manques d'eau. Il y a aussi toutes les interventions, ce qu'on appelle les interventions anthropiques, notamment tout ce qui est amené à faire un producteur ou un jardinier au jardin. Ça se traduit par quoi? Il est amené à traiter, donc on peut avoir des phytotoxicités. Il est amené aussi à nourrir les plantes, à apporter des engrais. Il peut en apporter trop, il peut en apporter pas assez. Dans ce cas-là, on verra apparaître des carences ou des toxicités. Il peut induire des stress climatiques liés par exemple aux conditions que l'on peut rencontrer sous abri dans une serre, par un manque d'aération, un manque d'isolation, un manque de chauffage à certains moments. Il peut aussi y avoir tous les stress climatiques liés aux aléas climatiques, c'est-à-dire la foudre, la grêle, les gelées. La plante elle-même peut être affectée par des maladies que l'on appelle génétiques, qui sont liées à son patrimoine génétique. Donc qu'elles soient parasitaires ou non parasitaires, ces maladies peuvent entraîner une grande diversité des symptômes. C'est ce qui va poser des problèmes lorsqu'on va faire un diagnostic de maladie. Il y a une énorme diversité des symptômes qui est parfois difficile à appréhender quand on n'a pas les bases de connaissances sur ces symptômes-là. Ces maladies peuvent aussi entraîner des dégâts très importants, se traduisant par des altérations du produit récolté, donc des produits plus ou moins vendables, commercialisables, qui peuvent aussi altérer le potentiel de production. Là, c'est par exemple un arbre qui va être mis en péril, c'est la vigne qui va, de par des dégâts importants une année N-1, va l'année d'après avoir un potentiel de production bien plus faible, ou des cèpes vont dépérir. C'est aussi des pertes économiques considérables. Cette année, par exemple, sur la vigne, les gelées de printemps ont entraîné dans certaines parcelles des dégâts pouvant aller jusqu'à 80 voire 100% de la récolte de l'année détruite. Les causes des maladies biotiques, il y a les champignons. Les champignons sont des agents pathogènes les plus fréquents et les plus nombreux. Ils sont parfois visibles à l'œil nu, par exemple lorsqu'ils produisent certaines structures comme des sclérotes, des carpophores. Ils se développent activement sur et dans les tissus des plantes, parfois dans leurs vaisseaux. On parle alors de bioagresseurs vasculaires, les obstruants à terme. Ils sont responsables de maladies assez connues, même bien connues par certains d'entre vous, comme les mildious, les oïdiums, les rouilles, les cloques, les tablures, etc. Les champignons apprécient des conditions particulières qui sont l'humidité importante dans l'environnement de la plante, mais aussi des tissus végétaux humides, très turgescents, très poussants. Ils se conservent souvent dans le sol et sur les débris végétaux. Ils produisent sur les débris végétaux et sur les plantes de nombreux spores, et ces spores sont dispersés notamment par le vent et les courants d'air, par les éclaboussures d'eau lors d'irrigation par aspersion, lors de fortes pluies, lors de grêles, d'orages. Passons aux bactéries maintenant. Les bactéries ont une taille microscopique, donc difficilement observable à l'œil nu. Les bactéries, d'une manière générale, prolifèrent à la surface des plantes et les pénètrent via ce qu'on appelle les ouvertures naturelles, que sont les stomates, les hydatodes, mais aussi via diverses blessures. Des blessures de taille, des feuillages, toutes les interventions qu'on est amené à faire sur la plante peuvent générer des blessures, et via ces blessures, les bactéries peuvent pénétrer soit dans les feuilles, soit gagner le système vasculaire. Une fois que les bactéries ont envahi les plantes, elles induisent toute une série de symptômes assez spécifiques, des pourritures, des chancres, des lésions humides, puis nécrotiques, des gales, etc. Leur développement est conditionné par la présence d'eau et d'humidité sur les plantes et dans l'environnement des plantes. Si on s'intéresse aux phytoplasmes, qui sont maintenant classés parmi les bactéries, les phytoplasmes ne se développent que dans les plantes, notamment dans leurs vaisseaux, dans les vaisseaux du phloème. Leur dissémination est effectuée grâce à divers insectes vecteurs qui ne sont pas toujours bien connus, bien définis. Les plantes infectées sont fréquemment chlorotiques du fait de la présence de ces micro-organismes dans les vaisseaux, parfois violacées, on dit aussi anthocyanées. Les plantes sont souvent peu poussantes à naines, montrant des proliférations que l'on nomme balais de sorcière. Si l'on s'intéresse maintenant aux virus, infiniment petits, les virus ne se développent que dans les cellules des plantes.
on parle de parasitisme obligatoire. Ces virus perturbent la photosynthèse et le développement des tissus. Ils induisent donc des mosaïques, des jaunissements, des déformations, des lésions nécrotiques, divers symptômes qui sont quand même souvent assez caractéristiques de la présence d'un virus dans les plantes. Ceci pratiquement sur tous les végétaux. Plus ou moins spécifiques aux plantes, c'est-à-dire qu'il y a des virus qui sont très spécifiques à certaines plantes, d'autres sont dits plus polyphages, ont des spectres d'autres plus larges. Ils sont souvent transmis de plusieurs façons. Ils peuvent être transmis soit par les insectes, donc soit par des pucerons, des aleurodes, des thrips, mais aussi par exemple des micro-organismes du sol que sont les nématodes qui, en venant consommer le contenu cellulaire de la racine, vont transmettre ces virus. Mais ils le sont aussi au cours des opérations culturales. Les virus peuvent aussi se conserver sur ce qu'on appelle des hôtes alternatifs qui peuvent être d'autres plantes cultivées ou des plantes spontanées, des adventices. Alors, maintenant, tous ces micro-organismes nécessitent des méthodes de protection et ces méthodes de protection sont souvent difficiles à mettre en œuvre. En particulier, elles nécessitent l'utilisation des pesticides et vous savez maintenant très bien que l'utilisation intense de ces pesticides peut conduire notamment à des problèmes de pollution de nappes phréatiques, etc. Aussi peuvent induire des phénomènes de résistance chez micro-organismes et donc ça leur représente maintenant un challenge important de remplacer ces pesticides et on peut le faire notamment grâce à une parfaite connaissance des interactions entre la plante, les agents pathogènes et leur environnement, mais aussi à une mobilisation et une optimisation des autres méthodes de protection dites alternatives. Malgré cela, malgré la mise en œuvre de ces méthodes de protection, etc., la mondialisation, le changement climatique, les échanges commerciaux en particulier, sont à l'origine de l'introduction et de la résurgence d'anciens agents pathogènes qui viennent complexifier la situation des maladies sur le terrain et souvent remettre en cause les stratégies de protection difficilement élaborées. Après cette introduction synthétique sur les maladies et les agents pathogènes, d'autres présentations plus fouillées vous seront proposées par les autres intervenants.